Alors dans cette vidéo, on va continuer d'explorer les découvertes de Galilée en s'intéressant un petit peu plus précisément à ses découvertes en astronomie. Donc la première chose à remarquer, c'est que ce qui a permis vraiment de lancer Galilée dans ses découvertes en astronomie, c'est qu'il a pu profiter à son époque d'une amélioration assez notable de la qualité des lentilles. Donc même si c'est assez difficile de vraiment donner une date précise pour le premier télescope, une version qui est néanmoins assez avancée apparaît en 1608. Donc en 1608, ce que l'on pourrait considérer comme le premier télescope, même s'il y en a des versions un petit peu plus primitives avant, télescope. Et les lentilles vraiment s'améliorent nettement, puisque dans la vie de Galilée, il passe d'un grossissement de x3, donc on voit de manière 3 fois plus grosse un objet qu'il ne l'est en réalité, puis d'un grossissement en x9, et à la fin de sa vie, Galilée parvient à faire un télescope qui a un grossissement de x30. Donc vous voyez vraiment, ça lui permet d'observer des choses qu'on ne peut pas du tout observer à l'œil nu, et ça va vraiment radicalement changer l'histoire de l'astronomie. Et vous voyez sur la droite, et un petit peu plus bas, on peut voir une reproduction du télescope utilisé par Galilée, et ça permet de se faire un petit peu une idée donc de la manière dont Galilée a pu découvrir justement toutes les nouvelles choses qu'il a pu voir. Alors on va descendre un petit peu et voir plus précisément ce dont il est question. Donc une chose importante néanmoins à noter, c'est que Galilée a vraiment dû réapprendre, ou du moins apprendre, à vraiment faire confiance à ce nouvel instrument, qui est le télescope. Puisque jusqu'à Galilée, finalement, la science procédait davantage par la vision à l'œil nu, et il y avait un certain doute, une certaine méfiance quant à l'utilisation d'autres outils, d'autres objets, pour faire des découvertes scientifiques. Donc il y avait vraiment une méfiance à l'égard du télescope, et pour découvrir toutes ces nouvelles choses, Galilée a dû apprendre vraiment à utiliser ce nouvel instrument. Alors parmi ces découvertes, on peut noter le fait que, en observant la Voie lactée, donc la Voie lactée on la voit ici, Voie lactée, qui est notre galaxie, Galilée a pu observer qu'en réalité ce nuage apparent, eh bien ce n'est pas un nuage précisément, mais en fait ce sont des milliards d'étoiles qui composent notre galaxie. Et ça, encore une fois, il n'a pu l'observer que grâce à un télescope, grâce à ces nouvelles lentilles plus précises, plus perfectionnées. Ensuite, Galilée il a pu observer que la Lune, tout simplement, l'astre qui est le plus proche de nous, eh bien ces taches qui sont apparentes à sa surface, ce sont des cratères. Donc vous voyez là, il y a des dessins de Galilée, qui sont assez précis d'ailleurs, et sur ces dessins, eh bien il remarque les taches, les cratères qui apparaissent sur la Lune. Ensuite, non seulement il remarque qu'il y a des cratères sur la Lune, mais il remarque également qu'il y a des taches sur le Soleil. Donc, cratères sur la Lune, et taches sur le Soleil. Et ça, c'est très très important parce que ça remet fondamentalement en question toute la théorie aristotélicienne du cosmos. Pour Aristote, pour le faire très simplement, le cosmos peut être divisé en monde sublunaire, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous de la Lune, donc le monde sublunaire, et en monde supralunaire, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus de la Lune. Et pour Aristote, tout ce qu'il y a en dessous de la Lune, c'est-à-dire la Terre, eh bien, est soumis à des imperfections, à des accidents. C'est pour ça qu'il y a des montagnes, qu'il y a des vallées, etc. sur Terre, puisque la Terre n'est pas parfaite, et les événements de la Terre ne sont pas parfaitement périodiques. Par exemple, nos vies, tout simplement, ne sont pas périodiques. Et donc vraiment, il y a une distinction fondamentale entre ce monde qui est imparfait, qui est en dessous de la Lune, et le monde qui est au-dessus de la Lune, le monde supralunaire, qui est composé des astres, qui sont supposés être parfaits. Par exemple, le Soleil, pour Aristote, a une rotation qui est parfaite et qui est éternelle, et donc il n'est pas soumis à des accidents, c'est-à-dire en quelque sorte à des erreurs de parcours, à des taches ou des choses comme ça. Et là, en montrant que le Soleil lui-même a des taches, ça montre que le Soleil n'est pas parfait. Donc ça remet vraiment en question cette théorie, cette division entre le monde sublunaire et le monde supralunaire. Est-ce que c'est encore d'actualité, puisque le Soleil a des taches sur lui? Donc ça pose déjà un doute quant à la théorie aristotélicienne et au système de Ptolémée. On va descendre un petit peu et on va voir qu'il y a d'autres doutes qui commencent à s'installer. Donc ici, c'est une nouvelle découverte de Galilée. Donc ici, on a la planète Saturne. Et Galilée, avec son télescope, observe qu'il y a 4 lunes, 4 satellites naturels, qui orbitent autour de Saturne. Et il observe que ces lunes ont une période de rotation qui est entre 2 et 17 jours.
Et ça c'est important parce que, encore une fois, ça pose problème quant au système de Ptolémée. Pour le système de Ptolémée, donc je rappelle juste, c'est le système géocentrique, c'est-à-dire avec la Terre au centre du système. Et là, Galilée, il observe que concrètement, ce n'est pas le cas. Il y a des satellites naturels qui n'orbitent pas autour de la Terre, mais qui orbitent autour de Saturne. Donc ça, c'est un très très bon argument en faveur de l'héliocentrisme. Donc l'héliocentrisme, c'est le système qui s'oppose au géocentrisme. Comme on l'a vu dans les dernières vidéos, c'est le système proposé par Copernic. Puisque, selon ce système, eh bien c'est le Soleil qui est au centre du système, et donc, tout ne tourne pas nécessairement autour de la Terre. Les astres peuvent avoir des satellites naturels, comme c'est le cas précisément pour la Terre et pour Saturne. Donc vous voyez en fait, tous ces arguments commencent à s'accumuler, et le doute s'installe de plus en plus quant à la véridicité du système géocentrique. Est-ce que le système proposé par Aristote et par Ptolémée est réellement le système qui doit décrire le système solaire? Et on va descendre un petit peu et on va voir la polémique la plus importante qui s'est justement installée à cette époque. Donc comme on l'a dit, il y a de plus en plus de doutes qui s'installent, et ça commence à poser problème pour l'Église catholique. Donc l'Église catholique, puisque l'Église catholique, à cette époque, sort d'une période de crise qui est la Réforme, et donc en quelque sorte c'est le mauvais moment pour Galilée pour essayer d'imposer une théorie qui va à l'encontre des thèses de l'Église. Puisque comme on l'a déjà dit, le problème du système héliocentrique, c'est que la Terre perd sa position privilégiée. Et ça va à l'encontre de ce qui est dit dans la Bible. En perdant sa position privilégiée, finalement l'homme perd également ce qui fait son unicité dans l'univers. Et donc ça va à l'encontre vraiment des écrits bibliques et des thèses catholiques. Donc vraiment l'Église va, pour justement tenter d'asseoir son autorité, va essayer de faire un exemple de Galilée. Donc Galilée, il va être accusé d'être hérétique. Il va y avoir tout un tribunal qui va s'installer justement pour tenter de voir à quel point il est coupable. Et ce qu'il en sortira, c'est que Galilée va devoir rejeter ses propres écrits, rejeter ses propres thèses. Donc il doit rejeter ses propres écrits, affirmer qu'en réalité tout ce qu'il dit c'est faux, et que le système, qui est vraiment le système véridique, c'est le système proposé par Ptolémée, donc il doit rejeter ses propres écrits. Je mettrai à ce propos la déclaration de Galilée justement à la suite de ce procès dans la description de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui est assez intéressant à lire. Et à l'issue de ce procès, donc les écrits de Galilée, donc les écrits sont mis à l'index. L'index, c'est une sorte de catalogue en fait où tous les livres interdits par l'Église sont référencés. Donc mis à l'index jusqu'en 1836. Donc vous voyez, c'est vraiment une période qui est très très longue, qui dure 200 ans, où les écrits de Galilée sont interdits par l'Église catholique. Et non seulement les écrits sont interdits pendant près de 200 ans, plus de 200 ans même, mais ce n'est qu'en 1992 que l'Église véritablement avoua qu'elle avait fait une erreur en condamnant Galilée de cette manière. Alors néanmoins, même si l'Église catholique condamne ouvertement Galilée, ça n'empêche pas l'idée de germer à partir de ce moment-là. Et donc à partir de Galilée, c'est vraiment le moment où le système héliocentrique commence à être largement accepté, et donc il y a vraiment une révolution scientifique, ça c'est une expression de Thomas Kuhn, qui est un historien des sciences et un philosophe, puisqu'on passe vraiment d'un changement complet dans notre conception de l'univers. Notre conception de l'univers est fondamentalement changée, en considérant que ce n'est pas la Terre qui est au centre du système, mais c'est le Soleil. Donc pour conclure, c'est vraiment grâce à tous ces scientifiques, Galilée y compris, mais tous ceux qui l'ont précédé, donc Tycho Brahe, Copernic notamment, qui ont déclenché ce mouvement et cette révolution scientifique qui donc perdure jusqu'à présent. Donc on en a terminé avec cette petite présentation de Galilée, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.